Je m'appelle Coralie, j'ai 30 ans. J'ai fait des études de montage. J'ai travaillé pendant un moment dans la post-prod. Et ensuite, j'ai fait un diplôme universitaire, écriture et réalisation, qui a été coordonné par le groupe de recherche et d'essais cinématographiques à l'université de Corté, en Corse. Et j'y ai réalisé mon premier film qui s'appelle Coléum. Alors moi, c'est Marie. Moi, sur le film de Coralie, j'ai travaillé au son. J'étais pas toute seule, on était toute une équipe. J'ai surtout fait de la prise de son additionnelle et ensuite du travail de montage avec un monteur. Mais j'ai suivi toutes les étapes jusqu'au mixage aussi. Moi, j'ai un parcours où j'ai fait les Beaux-Arts de Nice pendant 5 ans dans une section son, vraiment plus axée sur tout ce qui est réalisation, création de pièces sonores, mais aussi de documentaires sonores. Et ensuite, en sortant des Beaux-Arts il y a 5 ans, je suis rentrée ici au Wonder à Paris, qui est un atelier mutualisé où je vis et où je travaille. Et moi, j'ai monté depuis 5 ans ce projet qui s'appelle Visia Radio, qui est une radio qui suit les lieux qu'on habite parce qu'on déménage tous les 2 ans. Donc voilà, ensuite j'ai un peu switché vers le côté radiophonique, mais sans oublier ma partie artistique, parce que je continue à faire des projets avec des expositions et voilà, des choses plus liées beaux-arts. Et Coléum, c'est vraiment le premier film sur lequel j'ai travaillé. Ce qui était au tout début du scénario, en fait, c'était une réflexion vraiment très personnelle sur moi, mon histoire perso, quoi. Dans le sens où je viens d'une famille paysanne, mes grands-parents étaient paysans, ils ont eu 6 fils, mon père c'est l'aîné, j'ai grandi un peu dans ce contexte-là. Et du coup, il y avait cette histoire de, de regarder à distance, étant donné que je suis une femme et que je n'étais pas vraiment autorisée à être dans ce cercle-là. Et j'ai toujours un peu contemplé de loin un peu les luttes intestines qu'il pouvait y avoir dans ce milieu hyper clos et hyper masculin. Et donc du coup, le film il vient de là, quoi. Comment je fous ça? Ah, moi, il aime pas. La famille, je l'ai connue par Marie, qui l'été d'avant que j'arrive en Corse pour faire un film là-bas, avait fait une résidence artistique là-bas et avait fait une pièce sonore sur la castration des cochons du mec de mon film, Mathieu. Et du coup, en fait, quand j'ai entendu la pièce de Marie, en fait, ça m'a fait cogiter sur plein de choses que j'avais déjà écrites, que j'avais déjà envie de mettre en scène. Et du coup, je les ai rencontrés quand je suis arrivée en Corse et on est devenus amis. Et en fait, j'ai passé beaucoup de temps avec eux, on a écrit le film ensemble, voilà. Mais j'ai pas fait de casting. Je pense que j'aurais pas fait ce film dans une autre famille non plus parce que c'est une rencontre avec ces gens. Et du coup, ouais, le film il aurait été tout autre. Il y aurait eu la dimension personnelle que j'y ai mise, mais il aurait été tout autre peut-être avec une autre famille. Je sais pas si ça aurait fait avec une autre famille. Mais moi, j'avais passé 1 mois et demi en résidence en Corse, au Charpentier de la Corse, qui est en fait une résidence qui a été montée par la fille de Mathieu, Verana, qui n'est pas présente dans le film parce qu'elle ne vit pas en Corse. Mais tous les étés, elle revient en Corse chez son cousin, qui lui est charpentier et qui a monté
l'entreprise est familiale de charpente en Corse. Et ils ont un lien assez fort avec les artistes parce qu'elle, elle a fait les mêmes beaux-arts que moi à Nice. Et donc, du coup, chaque été, elle invite des artistes à venir en résidence là-bas. Donc, j'ai rencontré Verana, que je connaissais déjà plus ou moins avant de Nice. Et forcément, toute la famille, Costa, mais une autre partie. Pas au début, je n'ai pas rencontré Mathieu, tout ça, plutôt les cousins, les oncles, le frère de Mathieu, voilà, tous ces gens-là. Et en fait, un matin, un peu, en me provoquant, parce qu'il savait que moi je venais d'une famille de bouchers charcutiers, on me dit ouais, demain matin, chez le père de Verana, il y a la castration des cochons à l'ancienne, sans veto, quoi. Enfin, voilà, au scalpel, quoi. Et ils se moquent un peu de moi, parce que moi je passais mes journées avec ma perche à enregistrer des trucs. Ils me disent vas-y, tu veux pas y aller, de toute façon toi t'as pas peur de ça, tu connais. Et donc je me suis dit allez, banco, à 4h du mat, je pars avec eux pour monter là-haut dans la montagne. Et alors là, bon, je vous épargne ce qui s'est passé entre 5h et 10h, mais donc c'était... Là, moi, j'ai vraiment, c'est comme ça que je l'ai raconté à Coralie, moi, je me suis replongée dans des scènes de mon enfance, surtout, pas vraiment dans le geste qu'ils étaient en train de faire. Bon, j'étais choquée de ça, mais eux, ils le faisaient à l'ancienne, en fait, dans la tradition. Donc, pour eux, c'était pas ni un acte de violence, ni... eux, c'est comme ça qu'ils ont toujours vu faire ça. Et pour eux, c'est au contraire plus pur de perpétuer cette tradition eux-mêmes que de le faire faire à un vétérinaire, quoi. Et du coup, moi, je me suis plus rebasculée, pareil, en fait, dans les rapports entre les hommes. Là, il n'y avait aucune femme. J'étais la seule dans les enclos. Et là, ils étaient 5 mecs en train de se parler et de se traiter dans une violence de « t'arrives pas à attraper le cochon, t'es pas un homme ». Enfin, c'était vraiment... parce que là, il faut les attraper, les suspendre. Enfin, ça demande beaucoup de force. Et puis surtout, ça fait peur. Enfin, les cochons, ils sont énormes. Ils sont quand même violents parce que là, ils comprennent très bien ce qui est en train de se passer vu qu'ils entendent leurs copains à côté. Et en fait, je me suis retrouvée face à cette espèce de bataille de virilité, de savoir qui allait être le plus fort pour attraper le cochon et qui allait pas tourner de l'œil et qui allait prouver là au grand-père qu'il était un homme, quoi. Et du coup, j'ai enregistré. De là, pour la restitution de l'exposition en Corse, j'avais présenté cette pièce sonore là. Et en fait, la journée qui s'est suivie, je suis restée à la ferme, j'ai mangé avec eux et j'ai passé un peu de temps avec Mathieu dans la voiture où je l'enregistrais sans lui dire avec mon téléphone parce que ce mec m'intriguait, quoi. Il est complètement... Ouais, il est assez intriguant de par ses propos et la manière dont il parle de ses enfants et tout ça. Et donc, quand je suis rentrée, avec Coralie, je lui ai raconté ça parce que je savais qu'elle allait comprendre tout de suite ce rapport-là. Et je lui ai fait aussi écouter les enregistrements de Mathieu que j'avais fait dans la voiture, juste pour moi, pour me souvenir de ce personnage, quoi. Et voilà. Et après, voilà, quand Coco elle est allée en Corse et que elle est passée par plein de stades sur l'écriture de son film. Voilà, elle est allée les rencontrer. Et pour elle, ça a été, tout comme moi, une évidence. Elle a revécu, elle aussi, des choses qu'on connaissait de par notre passé. Et dans notre travail, on est assez liés sur ça. Enfin, on parle beaucoup de mémoire et de tradition et aussi de la Corrèze en filigrane de tout ça, de là où on vient. Et voilà, nous, dans notre enfance, on a un rapport aux hommes qui est assez proche, quoi, et assez parfois difficile, mais comme dit Coralie, dans toute cette ambivalence, qui sont aussi des hommes pleins de tendresse, quoi. Du coup, voilà, je pense que c'est des sujets qui nous sont tellement proches et on se connaît depuis tellement d'années que voilà, elle a fait la passation de... Enfin voilà, elle a continué ce travail autrement et voilà. Alors déjà, moi j'ai quand même passé 1 an en Corse. J'habitais là-bas et du coup je les connaissais depuis 1 an, quoi.
Donc c'est pour ça qu'il y a une intimité, il y a une amitié qui s'est créée avec eux. J'allais les voir hyper souvent et j'allais les voir sans caméra. Donc du coup, on a discuté de ce que je voulais, donner, enfin de ce qu'ils voulaient me donner plutôt, et ce que moi je voulais dire dans ce film-là, de personnel. On a discuté de nos vies, donc il y avait vraiment quelque chose où ils étaient hyper investis dans le processus d'écriture du film. Donc en fait, ils savaient ce qui allait se passer. J'ai rien volé de leur histoire. Après moi, oui, forcément, j'avais quelques appréhensions concernant le fait que je pouvais être un peu trop intrusive. Mais du coup, ça s'est fait naturellement, progressivement. Quand l'équipe elle est venue, on avait déjà une relation qui était assez solide, notamment avec le grand-père. Le fils, je le connaissais moins, mais il était plus difficile d'accès. Mais du coup, ouais, ça s'est fait quand même assez naturellement. Après, eux, ils croyaient un peu que j'allais faire quand même un reportage sur de la charcuterie. Mais ils envisageaient le film, ils savaient que j'allais parler des relations familiales, de ce qui se jouait dans leur conflit entre père et fils. Mais par contre, ils s'attendaient à ce qu'il y ait plus, qu'on explique plus comment ils font leur métier. Le savoir-faire, tout ça, quoi. Mais ils savaient que c'était un film sur la transmission, ça c'est sûr. On en avait parlé. C'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup dans le film, tout ça. Comment ils l'ont reçu, ils l'ont bien reçu, ils aiment bien le film. Juste, ils ne s'attendaient pas vraiment à ce qu'il y ait autant d'eux dedans. Ils s'attendaient à ce que ça parle plus de leur métier, quoi. Alors, la dédicace à la fin à mon père, ça aurait pu être une dédicace... Enfin, c'est à mon père, pour le coup, parce que y a toute ce truc qui vient un peu de mes origines, de mon rapport aux hommes un peu de ma famille, tout ça. Mais ça aurait pu être à mon père, ça aurait pu être à mon grand-père, ça aurait pu être à mes oncles. C'est un peu genre, à tous ces mecs un peu rustres, mais en même temps un peu tendres. Il y a un sentiment hyper ambivalent dans ce que je peux avoir comme image d'eux. Et du coup, à Mathieu, à Geoffrey. Et du coup, ouais, c'est un peu ce truc-là. C'est un peu le héros du film, c'est un peu un anti-héros, quoi. En même temps, il me vient de ça. Il me vient de ce que j'ai pu voir quand j'étais enfant. Koléum, ça veut dire couille. Et ouais, c'est parce qu'il y a c'est une des démonstrations de virilité, quoi. Donc, qui se font pendant tout le film. Ils se cherchent sur ça, ils s'affirment sur ça. Et du coup, voilà. Et puis aussi, ça vient parce qu'à la toute base, quand même, l'idée du film, elle vient quand même de la pièce de Marie, qui est la castration des cochons de ce mec. Donc voilà. Mais la dédicace, pour le coup, c'est vraiment genre parce que c'est un peu mon père qui m'a inspiré ces mecs-là. Enfin, c'est un peu de ça que j'ai vu dans ces mecs-là. Voilà. Et parce que ouais, c'est des personnages que j'aime bien, parce qu'ils sont un peu rustres et pas faciles d'accès, mais en même temps hyper droits et hyper tendres. Ouais, c'est l'archétype du anti-héros, et en même temps faire des héros, c'est un peu chiant, quoi. Enfin, personne n'aime trop ça, quoi. Donc voilà. Moi, je suis devenue amie avec Anne.
T'es devenu ami, on va lui monter dessus tout à l'heure. Toi, non, parce que tu vas lui casser le dos. La présence du petit-fils n'était pas prévue dans le scénario. En fait, on a travaillé avec Mathieu, le grand-père, et le père, de ce qui allait se dire au sein du film, de comment ils allaient devoir jouer, tout ça. Il se trouve que c'était les vacances scolaires et que le petit était là, et qu'il était là depuis le début de la semaine avec nous. Et en fait, le petit, il est déjà très conscient de tous ces codes ultra masculins, du rôle, des rôles qui se jouent au sein de la famille, dans cette transmission justement de ce qu'est être un bonhomme dans cette famille. Et en fait, la scène du fumoir, elle était écrite comme la scène de fin, parce que c'est la scène qui clôt la semaine de charcuterie. Et c'est le moment où ils se retrouvent ensemble dans cette scène. Et le petit est venu, et en fait, il a répété tout un discours qu'il a entendu pendant toute la semaine, mais il n'y avait rien de calculé, pour le coup, là, ou de mise en scène dans cette séquence-là. Donc voilà. C'est ça qui est touchant d'ailleurs, c'est le fait que le grand-père, il y a une certaine tendresse qui s'exprime dans cette scène-là vis-à-vis de son petit-fils. Et il devient un peu plus sympa du coup. La réalité, c'est que dans ce genre de famille traditionnelle, la présence des femmes, elle est derrière, quoi. Et elle est assez peu présente. Quand on est à table, la femme, elle est dans la cuisine. C'est la réalité, c'est ce qui se passe en Corse, quoi. Et ça se passe en Corse, mais ça se passe chez nous aussi, quoi. Donc, il n'y a pas de... ce qu'on voit dans le film, c'est la réalité. Moi, j'ai un super bon rapport avec Madame Costa. Mais Madame Costa, elle est comme elle est dans le film, c'est-à-dire qu'elle n'intervient pas trop dans le rapport entre son fils et son mari. Donc, Alors que pourtant, elle travaille autant qu'eux. Hein. Ouais. C'est ça qui est fou. Mm. Mais ouais, il ne place pas la même valeur. Elle n'est pas décisionnaire Non. Son travail dans le business, quoi. Ouais. Oui, puis on voit qu'il considère son travail comme qui a moins de valeur, quoi, dans un sens. Ce qui est assez terrible, mais c'est la vérité, quoi. Elle est nécessaire, elle est nécessaire au business familial, mais elle n'est pas garante du savoir-faire de la famille. Ouais. Historiquement, la charcuterie, c'est pas un truc d'homme en Corse. Mais là, dans cette famille-là, en l'occurrence, c'est quelque chose qu'il veut vraiment léguer à son fils. À personne d'autre. Même si le fils, il n'en veut pas, lui, il veut. Donc il y a une vraie volonté, de nouer quelque chose avec le fils, dont la mère est quand même très mise à l'écart, quoi. Et elle n'est pas corse à la base, mais elle vit en Corse depuis 60 ans. Et il lui dit encore... il lui dit tous les jours qu'elle n'est pas corse, quoi. Donc, c'est dingue, quoi. Enfin, c'est vraiment... Il y a aussi, en Corse, il y a aussi en plus ce truc-là quand même de clan, quoi. Que ça, nous, on a moins connu, peut-être. Enfin, moi, en tout cas, je l'avais moins senti. Bon, après, bien sûr, en Corrèze, il y a... Oui, les Corréziens et les Auvergnats, c'est des nazes et nous, on est les meilleurs. Mais il y avait... Là, il y a quand même un truc de... t'es pas de l'île, tu le seras jamais, en fait. Même si tu as vécu là depuis tes 8 ans, t'es pas né là, en fait. T'es pas... Voilà. Et là, c'est vrai que dans cette famille, c'est assez... Même à un moment, le fils est parti vivre à Bastia ou à Ajaccio, enfin, en ville. À Ajaccio. Et non, il est parti vivre à l'étranger aussi. Ah oui, c'est ça, il est parti en Espagne. Il y a un truc où c'est un abandon du pays, quoi. C'est un transfuge, quoi. Il l'entend tous les jours. Quoi. Ouais, trahison.
le fait d'être parti, de vouloir faire autre chose de sa vie que ça. Ouais, parce que Mathieu, je pense qu'il voit ça comme il a tellement de chance de. Enfin, il se dit mon fils a tellement de chance, il pourrait ne pas se poser de questions. Et en fait, son avenir est tracé, je l'ai tracé pour lui, quoi. Qui comprend pas pourquoi il va voir ailleurs, en fait. Il comprend pas le besoin d'émancipation à un moment de ses parents, de sa famille, pour sûrement peut-être y revenir, mais y revenir par un vrai choix. Et ça, je crois que Mathieu, Non. pour lui, c'est inconcevable, quoi. Mais parce qu'il fait ce travail pour ses enfants, enfin pour les générations derrière, quoi. En fait, il y avait cette idée de construire vraiment un univers hyper sensuel, je crois, de rendre vraiment compte de la sensation qu'on peut avoir dans ce milieu-là et du coup de créer une véritable expérience au cinéma. Donc là, ça va être un peu compliqué de la capter, l'expérience, étant donné que ça va être devant un ordinateur. Mais en tout cas, il y avait ce truc-là d'être pris aux tripes un peu quand on est au cinéma, en regardant justement ces matières, ces textures, en les écoutant, en allant au-dedans des choses. Dans l'écriture du son, je sais qu'on l'a écrit ensemble avec Marie, le son il est assez des fois dissocié un peu de l'image. Il y avait une vraie volonté de créer de la sensation et quelque chose de très charnel, comme le rapport que moi je peux avoir avec ces choses-là. Et comme le rapport que peut avoir ces gens-là avec ces choses-là, que ce soit avec les bêtes ou avec aussi la chair. C'est pas anodin de toucher de la viande toute la journée. Donc ouais, il y avait vraiment cette volonté-là. Après, le point de vue, c'est exactement ce que je disais. On a pris le parti... Enfin, j'ai pris le parti d'écrire sur une semaine de leur travail. Et en fait, au début de la semaine, les cochons ils sont vivants, et puis à la fin de la semaine, il ne reste plus que les hommes, et les cochons ils sont en saucisse, quoi. Donc du coup, il y avait ce truc-là où au début, comme j'ai pu le dire, de mon point de vue très subjectif, on était avec les bêtes. Et donc du coup très proche des bêtes. Et puis au moment où on commence à passer du côté des hommes, tout de suite moi je suis plus extérieure à ça, parce que je suis pas invitée à être dedans, quoi. Donc voilà. Oui, pour le son, moi, Coralie, du coup, quand elle était en Corse, au début de l'écriture du film, on était donc loin, parce que moi j'étais ici. Et on se connaît depuis 15 ans, donc il y a aussi une facilité à dialoguer où elle me dit 3 mots et je comprends bien ce qu'elle veut. Et en fait, moi je me rappelle de ce coup de fil où elle m'a dit j'ai un truc pour toi, là, ce film, il faut qu'on soit à l'intérieur du cochon, là c'est une mission son pour toi. Et du coup, ça a été un pari de fou, parce qu'au début, quand elle m'a dit il faut qu'on soit à l'intérieur de la bête, moi je me suis dit vas-y, il faut qu'on trouve vraiment un moyen d'y être, quoi, sans faire mal aux animaux, bien entendu, mais c'est vraiment poser la question de comment on allait pouvoir travailler cette matière sonore de manière vraiment viscérale et tout ça. Donc c'est vrai que ça a été un pari sonore, en tout cas, qui était super. Et les images, effectivement, tout le début du film sont dans la même ambiance que le son, dans quelque chose de très, très proche. Voilà, on a travaillé surtout... moi, j'avais amené différents dispositifs sonores pour qu'on puisse réaliser ça. C'est pas ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fait une prise de son, on va dire... c'est pour ça que j'ai travaillé avec Marie, qui est artiste, qui fabrique elle-même ses dispositifs. C'est qu'on n'a pas travaillé sur une prise de son, on va dire, classique.
du cinéma. On avait un ingé son qui lui a pris du son hyper ample, super large, qui captait un environnement très large. Et puis Marie, en fait, elle, à l'aide de dispositifs qu'elle fabriquait un petit peu, elle allait se placer plutôt dans la matière, justement, pour rendre compte de ce côté-là. Je crois que le terme que tu as employé, c'était viscéral, mais c'est exactement ça. Moi, il y avait une recherche hyper à l'intérieur. Je voulais savoir... je voulais qu'on touche un peu genre ces trucs un peu dégueux, un peu de la chair, des bêtes. Ouais, il y avait une vraie envie de cette sensation-là, que ça se sente quand on voit le film, quoi. Donc du coup, après on est allé greffer tous les sons que Marie elle a pris au tournage sur cette prise de son hyper ample du paysage sonore corse, quoi. Et du coup, on savait qu'on aurait 2 ambiances sonores qui allaient être ce départ où on est en extérieur, un paysage sonore hyper large. Voilà, comme tu dis, le paysage corse avec les oiseaux, enfin, il faisait très beau. On avait vraiment une multitude de sons dans le paysage sonore. Et nous, on devait focaliser sur aussi cette chair et tout ça. Donc, trouver des moyens de faire manger pas les faire manger, mais mettre les micros dans les mangeoires pour que vraiment on ait tous ces bruits de bouche et tout ça. Et on savait que la deuxième partie du film allait être beaucoup plus froide au niveau du son parce qu'on est dans le laboratoire. Donc on a un paysage sonore qui est le néon et la ventile, quoi. Et ensuite, le bruit de la viande qui est manipulée sur ces tables en métal, les mains, les coups de couteau et les os qui craquent, quoi. Donc ça allait être vraiment déjà deux mondes sonores complètement différents. En fait, déjà, à la toute base, on n'avait pas du tout prévu de filmer dans l'abattoir. Moi, j'avais écrit une scène de sacrifice un peu, parce que lui, c'est ce qu'il disait, Mathieu, c'était que pour lui, la mort de la bête, c'est un truc hyper important dans le sens où c'est sa même main qui fait naître, qui nourrit, et puis avant qu'il tuait cette bête. Et puis maintenant, il y a cette déconnexion qui fait que la mort, elle est hyper encadrée. Donc, il voit plus ce truc-là. Et du coup, pour lui, c'est vraiment pour ça que les jeunes de la génération de son fils, ils se sentent plus vraiment concernés par leur travail parce qu'ils suivent pas la bête dans tout le processus. Il n'y a pas de vrai engagement dans ce que... Ouais, dans la vie, dans la mort, c'est totalement déconnecté du processus de mort. Et donc, du coup, moi, j'avais écrit la mise à mort de la bête en famille, ce qui, en fait, est totalement impossible à filmer aujourd'hui, parce qu'en fait, on ne peut pas filmer la mort d'une bête aujourd'hui. D'autant plus quand les gens ont un commerce, qu'ils commercialisent la viande et tout après, donc on ne peut pas du tout faire ça. Du coup, je me suis accommodée du fait qu'il fallait filmer l'abattoir, qui était un endroit que moi je connaissais un petit peu parce que j'ai vu des bêtes emmenées à l'abattoir, j'ai déjà mis les pieds dans un abattoir. Marie, elle connaissait bien, elle aussi, parce que ils font ça dans sa famille. Du coup, on connaissait bien ces endroits-là. Mais on ne savait pas du tout comment le filmer, en fait. Du coup, avec Marie, ce qu'on s'était dit, c'était qu'on allait prendre juste des sons pour... on ne savait pas trop ce qu'on allait en faire à la base, mais peut-être faire de la musique concrète de ces sons-là. Donc, on avait imaginé plein de dispositifs sonores et mon chef-op, il n'était pas du tout au courant qu'on allait filmer, donc il n'était pas du tout prêt, il n'avait pas du tout envie de filmer à l'abattoir. Et puis en fait, quand on a été là-bas, ça a été un peu un choc. L'odeur,
ce qui s'y passe. Il y a de l'eau, du sang, des poils, enfin ça pue, c'est assez prenant comme ambiance. Et du coup, ben, moi je trouvais que c'était un peu dommage justement de pas montrer ça. Donc après, comme on les a connus, on a réussi à filmer des petits trucs de l'abattoir. Mais mon chef-op n'était pas du tout OK pour filmer ça, donc c'est moi qui l'ai filmé. Donc c'est pour ça que l'image elle est différente, qu'on sent que c'est plus fantastique parce qu'en fait, je sais pas, c'est moi qui l'ai filmé, donc forcément il y avait un truc un peu de pas préparé, de mon œil à moi qui était un peu dégoûté de tout ce qui s'y passait. Et puis après, le son, on a pris le parti de pas du tout garder de son direct. Et donc du coup de tout refabriquer en post-prod. C'était tellement lourd Ouais. comme univers sonore pour le coup. Enfin, en fait, c'est vrai que là, l'abattoir où on était particulièrement glauque. Enfin, on en avait déjà tous vu, mais là, il avait vraiment il était assez petit, du coup, tous les sons étaient les uns sur les autres, parce que la chaîne d'abattage était en fait assez réduite. Euh, et, et oui, quand on est ressorti de là et qu'on a écouté les sons, c'était vraiment violent, quoi. Mais pas une belle violence, quoi. Enfin, c'était beaucoup de sons très durs, quoi. Oui, c'est ce qu'on s'est dit. Ce qu'on s'est dit après, c'est que c'était trop dur Ouais. pour un moment, en fait, avec Mathieu, on avait un peu décrit comme... Quelque chose de sacré, un peu. Ouais, un peu un truc sacré, ouais, un sacrifice, le fait que tout son commerce, il repose quand même sur le fait qu'il y a une bête qui est morte. Donc lui, il voit pas ça comme un truc dégoûtant, quoi. Donc nous, après, on a retravaillé ça comme justement un moment un peu de sacrifice. D'accompagnement. Ouais, d'accompagnement. À un moment, on s'est dit ça, on s'est dit, est-ce que cette bête, on n'a pas envie de l'accompagner dans sa dernière minute, quoi. Et c'est un peu ce qui nous a poussé à se dire, le moment où en fait elle est basculée dans ces bains d'eau chaude qui en fait leur ramollissent toute la peau. Ensuite, ils sont attrapés par cette grosse griffe, quoi, cette grosse pince, et flambés pour brûler entièrement les poils. Ça ressemblait quand même beaucoup à une espèce de vision de l'enfer entre l'eau, la fumée de cette eau chaude, les flammes. Enfin, c'était vraiment... j'avais rarement vu un endroit aussi... ouais, c'était ça, il y avait vraiment il y avait vraiment une vision un peu diabolique. Ouais. Et c'est cette pince... et du coup, on s'est dit, est-ce qu'on plongerait pas avec lui? Enfin, en tout cas, on est parti complètement, au bout d'un moment, sur ce délire-là, de se dire, le spectateur, en fait, l'auditeur, va partir avec ce cochon dans ce bain pour en fait être près de lui, dans un sens. Moi, je l'ai toujours vu un peu comme ça. Puis il y a aussi, c'est presque revenir à une forme de vie de fœtus, un peu, un truc où on est avec lui dans cette, comme une poche d'eau. Et puis il y avait aussi la question dans le film que c'est la ferme et cet univers-là, c'est un peu un endroit qui concentre tous les éléments, quoi. Donc il y a tout dans... c'est pas du tout... Enfin, c'est un endroit où on touche la terre, où on touche le feu, où on touche l'eau. Et du coup, c'est moite, enfin voilà. Et du coup, on avait envie d'apporter ce truc en plus du feu, de l'eau. Ouais. Voilà. Qu'on retrouve ces éléments-là sous une autre forme. Et puis en fait, au début du film, on est tellement proche de ces bêtes dans l'image et dans le son que ouais, c'était aussi, je pense, une manière de rester près d'elle, quoi. Parce qu'après, on savait que le film, il allait basculer dans un univers beaucoup plus froid. Donc je pense dans les discussions qu'on avait avec Coralie tous les jours pendant le montage du son, au fur et à mesure, on se rapprochait aussi de
Enfin, nous, on s'était attachés aussi à ces bêtes. Et du coup, c'était un peu comme un dernier au revoir. Enfin, c'est un peu naïf de dire ça, mais il y avait quelque chose de... Enfin, dans les discussions, on en est arrivé aussi à ça, de se dire, de partir avec elle, de montrer aussi cette proximité. Et pas, enfin, parce que je pense qu'il y a plein de gens où cette scène, enfin, on le sait, elle choque. euh, Parce que c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude forcément de voir. Et on n'avait pas envie de... Enfin, je sais que Coralie, elle n'avait pas du tout envie qu'on rajoute une couche au son de quelque chose de dur parce que c'était pas du tout ce qu'elle voulait montrer, quoi. Ce qu'elle voulait, je pense, montrer, c'était aussi cette chaîne de la vie, en fait. Et la mort est dans la vie, de toute manière. Donc, Mm. Et du coup, oui, c'est vrai qu'on l'a traité un peu de manière fantastique avec l'eau qui est un peu visqueuse à des moments et puis d'un coup qui devient très englobante et les sons qu'on entend à l'extérieur encore, comme si ce cochon presque n'était pas mort et qu'il entendait encore ce qui se passait avant la fin, quoi. Euh, et effectivement, ça lui donne un côté un peu, ouais, surréel. Enfin, je sais Ouais, pas. c'est un vrai décrochage de la réalité Ouais. pour le coup. Mm. Mais qui est assumé à plein de moments. Il n'y a aucun moment où dans le film, parce que c'est un documentaire, on s'est dit qu'il fallait qu'il paraisse réel. Il y a plein de moments où on a assumé d'être complètement ailleurs que dans la réalité corse. Ouais. Puis dès le départ, il y avait une écriture, en tout cas sonore, parce que moi, c'est ma partie, mais Coralie était vraiment très avait un gros parti pris sur ce qui allait se passer au son et donc du coup il fallait que ça suive, quoi, enfin, qu'on raconte une vraie histoire sonore en plus de l'image aussi. Il n'y a qu'une seule manière de montrer la mise à mort d'une bête aujourd'hui, c'est par ces images que tout le monde connaît, qui sont les images de vidéosurveillance et qui ont justement cette portée un peu militante qu'on leur donne par défaut aujourd'hui, quoi. Et en même temps, ouais, c'est une image qui est devenue hyper banale, la vidéosurveillance, pour voir ce genre de choses. C'est une mise à distance dans le film de ce que c'est vraiment. Parce qu'en fait, il n'y a pas de son sur cette vidéo parce qu'il y a pas de son à mettre. En fait, c'est vraiment la seule manière qu'on a de voir la mort d'une bête aujourd'hui, c'est ça. Et du coup, je peux pas tricher sur ça. Par la force des choses, j'ai été obligée de mettre la vidéosurveillance parce que je pouvais pas filmer autre chose. Mais en même temps, c'est aussi pour moi un truc ouais, de mise à distance. Et puis surtout, je trouve ça un peu dommage en fait qu'on n'ait plus que ces images-là pour voir la mort d'une bête parce que la plupart des gens mangent quand même tous encore de la viande, mais on voit pas de vraies images d'abattage de bêtes et pourtant en fait la réalité elle est dure et elle est sanglante, elle est dégueu, et c'est comme ça, quoi. Je sais que quand il est passé en festival, le film, il y a des gens souvent qui sortent de la salle au moment où ils voient ces images, qui ne peuvent pas regarder parce que c'est insoutenable. Mais en fait, c'est ce qui se passe et c'est la vérité, et c'est la vérité de ces hommes-là qui vivent sur ça depuis des générations. Et, et en fait, oui, c'est horrible de tuer des animaux, mais il y a tout un commerce qui est fait sur ça, il y a toute une tradition qui est faite sur ça. Et en fait, pour moi, il y a l'histoire de cette famille et l'histoire de ces hommes-là qui prend le pas sur le sacrifice qu'ils font de leurs bêtes, quoi. Donc, je crois que c'était... ouais, comme disait Marie tout à l'heure, c'est une étape, de la vie de la vie de ces bêtes, en fait, qui est leur mort, quoi. Et il y avait pas trop de portée militante dans ça. Pour moi, je voulais montrer le travail
de ces gens-là, qui a un travail tout à fait traditionnel, mis à part le fait qu'ils doivent passer par un abattoir et que justement la mort elle est aseptisée. Le choix du cadre, il est venu assez instinctivement au découpage avec le chef-op. Mais pareil, c'est un truc hyper instinctif où je me suis remise dans une place assez, un point de vue assez familier en fait, qui était que je regardais ces mecs-là de loin parce que j'ai jamais été dedans. Et du coup, si les plans sont plus proches au début et plus proches de l'animal, de la nature, c'est parce que c'est une vision assez subjective de ce monde-là, donc très proche de la nature et des bêtes et au contraire très loin des hommes, quoi. Et de leurs conflits et de leurs discussions, un truc que j'entends de loin, que je regarde de loin, que j'analyse de loin, quoi. En fait, elle est discrète, mais on a volontairement aussi gardé un peu cet œil subjectif. Donc ça va être par des interventions hyper... Enfin, elles sont pas du tout cachées, les interventions qui sont censées être des interventions de la personne qui est derrière la caméra. Il y a des moments où on voit des doigts devant l'objectif, il y a des moments où on a laissé tous les zooms hyper rudes. Donc on sent quand même une présence derrière l'objectif. Et eux, ils sont très conscients de la présence qu'il y a derrière l'objectif. Ils jouent leur rôle en fait devant la caméra. Le film il est écrit, ils savaient ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient à faire. La fin c'est un petit clin d'œil. C'est un petit clin d'œil à ce truc-là, au fait que moi je suis derrière et que eux ils ont décidé là que c'est la fin de la journée, la fin de la semaine de charcuterie et que en fait ils me disent juste c'est bon, c'est terminé. Coralie, on va couper la caméra et puis viens, on va boire un coup. Enfin, c'est un truc hyper, je sais pas, naturel de fin de tournage, quoi. Ouais. Okay. Alors, l'université de Corté, qui est en fait l'institut universitaire et technologique de technologie de Corté, nous a mis à disposition tout le matériel image, donc la caméra, tout le matériel image, quoi. Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Tout le matériel son aussi. Et tout le matériel son aussi. Après, nous, on a ramené des choses, mais il y avait en tout cas tout pour faire une vraie prise de son. Voilà. Voilà, plus la salle de montage. En fait, on a fait le montage aussi en Corse pendant 5 semaines et 2 semaines de montage son. Donc, montage image et montage son ont été faits sur place. Et après, le budget alloué au film était pas directement lié à l'université, mais à la collectivité territoriale de Corse qui a alloué un budget. Alors, c'est pas l'université qui accompagne pendant l'écriture du projet, c'est des intervenants du groupe de recherche et d'essais cinématographiques qui, eux, sont à Paris et envoient des intervenants en Corse pendant l'année. Donc là-bas, pendant l'année, je sais pas, tous les mois, tous les 2 mois, on a des intervenants, plusieurs intervenants différents qui viennent pour suivre nos projets